Toujours, on continue avec le chapitre 3 sur les applications des fonctions numériques. Donc, nous nous sommes arrêtés la dernière fois au théorème des valeurs intermédiaires et son cas particulier au théorème de Cauchy. Bon, je vais commencer par un exemple. C'est sur ces deux résultats. Donc, peut-être, c'est un exemple que vous avez déjà traité. L'équation 5x passe par la puissance 5 plus 2x moins 1 égale à 0 admet une solution dans l'intervalle 0. En fait, cette équation est une équation algébrique. Donc, il est difficile de trouver la solution, mais on peut, grâce au théorème de Cauchy ou bien au théorème de valeur intermédiaire, montrer qu'elle admet une solution dans 0. Bien, comment la fonction qui est x, je vais correspondre à x puissance 5 plus 2x moins 1 qui est continue sur 0,1. En fait, c'est une fonction polynomiale, donc elle est continue sur 1. f de 0, c'est moins 1. 0 puissance 5, 0. Plus 2 fois 0, donc c'est moins 1. Et f de 1, donc c'est 1 plus 2, c'est 3. Donc 3 moins 1, c'est 2. Donc, f de 0 fois f de 1 est strictement négatif. Donc, selon le théorème de Cauchy, il existe un C qui appartient à 0, un tel que f de C égale 0. C'est-à-dire que l'équation 1, cette équation admet une solution dans l'intervalle 0, 1. Donc, second exemple, il s'agit de l'équation x plus ln de x égale 0, admet elle aussi une solution dans l'intervalle ouvert e puissance moins 2 et 1. En fait, pourquoi? Parce que cette fonction qui est x, je vais correspondre ln x plus ln de x, c'est une fonction continue, c'est la somme de deux fonctions continues sur 0 plus l'infini, donc elle est continue, sur 0 plus l'infini, donc cette fonction est continue sur 0 plus l'infini. Donc en particulier sur 0, 1. Ou bien sur tout intervalle inclus dans 0 plus l'infini. Par exemple, celui-là. Donc en particulier sur l'intervalle e puissance moins 2 et 1. De plus, si je nomme cette fonction f, alors f de 1, elle est égale à 1 plus ln de 1, elle est égale à 1. Et, parce que ln de 1 c'est 0, f de e puissance moins 2, elle est égale à e puissance moins 2 plus ln de e puissance moins 2. Et son nombre, elle est égale à e puissance moins 2 moins 2 ln de e. Donc, c'est une propriété que vous connaissez déjà. ln de x à la puissance r, quel que soit r appartenant à q, et quel que soit x strictement positif appartenant à r, c'est r ln de x. Donc, c'est un résultat que vous connaissez déjà. Je vais appliquer avec le x égale à e et le r égale à moins 2. Le moins 2, il appartient bien à q. Or, vous savez déjà que ln2 c'est 1, donc c'est e puissance moins 2, moins 2. Donc voilà. Ce terme, bien ce nombre, il est strictement positif, c'est 1. Maintenant, celui-là, il est strictement négatif. Pourquoi? Alors, e moins 2, elle est égale. En fait, c'est 1 sur e au carré moins 2. Elle est égale à 1 moins 2 fois exponentielle de e au carré sur e au carré. Et vous savez déjà que exponentielle de e, ou bien e, pardon, elle est strictement supérieure à 2. Donc, si je prends celui-là au carré, e au carré, il est supérieur strictement à 4. Donc, si je multiplie par moins 2, je vais obtenir la chose suivante, inférieur strictement à moins 8. Et si j'ajoute un 1, alors le 1 moins exponentielle de e au carré multiplié par 2, pardon. Bon, j'arrive pas à voir ici. Donc, ce qui entraîne que
1 moins l'exponentielle de 2 fois l'exponentielle de e au carré, elle est inférieure à 47, donc ce qui est important, elle est strictement négative. Donc l'image de celui-là est strictement négative, alors que l'image de 1 est strictement positive. Encore une fois, selon le théorème de Cauchy, il existe un nombre C appartenant à cet intervalle, donc il existe un C qui appartient à cet intervalle, tel que f de C égale à 0. Qu'est-ce que ça veut dire f de C égale à 0? Ça veut dire que C plus L de C égale 0. Donc c'est la solution de cette équation pour l'intervalle en question. Voilà. Alors que si on essaye de résoudre cette équation directement, il est impossible de trouver la solution exacte de cette équation. Bien, on continue. Maintenant, on a déjà parlé de théorème des valeurs intermédiaires. Maintenant, une remarque graphique sur le théorème des valeurs intermédiaires de Cauchy. On la voici, pardon. Le théorème des valeurs intermédiaires veut dire que pour tout alpha entre f de A et f de B, l'équation f de x égale alpha admet au moins une solution dont l'intervalle fermé à B. C'est ça la relation entre le théorème de valeurs intermédiaires. C'est l'une des applications de ce théorème les plus importantes. Elle est liée aux équations. Admet au moins une solution dont AB et graphiquement, la courbe de la fonction f coupe la droite équation y alpha au moins une fois. Donc j'essaie de schématiser ça, de représenter ça. Voilà, j'ai ce repère, je vais le prendre orthonormé, O et J, et dire que l'équation f de x égale à alpha, j'ai l'intervalle AB par exemple, je vais le prendre ici, A est négatif, B est positif. Je vais prendre donc la courbe de la fonction f qui se trouve ici, donc ce cadran. Peu importe le f de A et le f de B, qui est le plus petit qui est le plus grand, mais j'ai un C, j'ai un C ici dans cet intervalle, il peut être positif, négatif ou nul. Et voilà, puisque C appartient à l'intervalle AB, je peux prendre f de C égale à ça. Donc ce point-là, grand C, il appartient à la courbe. Ça veut dire que notre courbe, elle va passer par ce point. Dire que que C vérifié f de C égale à alpha, ça veut dire que c'est une solution de cette équation. Alors, la courbe va passer par ce C, et f de C, elle est égale à alpha. Donc, ça veut dire que ce point, f de C égale à alpha, ce point-là, son abscisse c'est C, son ordonnée c'est alpha, donc elle appartient à cette droite. Cette droite, l'équation y, elle est égale à alpha. Donc, ce point, il appartient à la courbe, il appartient à cette droite. Donc, c'est le point de rencontre. Ça veut dire que la courbe de la fonction f, elle soit comme ça, soit comme ça. Donc, dans n'importe quelle situation, j'ai un point de rencontre entre la courbe et la droite équation y égale à alpha. Maintenant, le cas particulier, si j'ai ce alpha égale à 0, alors on a montré, d'après le théorème de Cauchy, ou bien le théorème de Cauchy veut dire que l'équation f de x égale à 0 admet au moins une solution dans l'intervalle AB. Ça veut dire quoi? Donc au lieu de prendre alpha ici, ça veut dire ce alpha elle est égale à 0. Donc le C est là, le alpha égale à 0 c'est l'ordonnée elle est là. Donc j'ai ce point. Donc le point d'abscisse C est l'ordonnée 0. Donc ce C va descendre ici, voilà le C. Et j'ai cette figure. Donc les O et J toujours. O et J. J'ai le point A, bien le nombre A, B, et j'ai le C, je l'ai marqué ici. Donc c'est un point d'abscisse C qui est ordonnée f de C qui est égal à alpha cette fois-ci, le alpha est égal à 0. Donc le point elle est là, un point grand C, d'ordonnée d'abscisse si C est d'ordonnée 0, c'est celui-là.
et l'autre droite l'équation qui était l'équation y égale à alpha devient y égale à 0, ça veut dire l'affaire descendre ici, et j'aurai cette équation y égale à 0. En fait, c'est l'axe des abscisses et la courbe, et ce point qui était là, il sera ici. Donc la courbe, il soit comme ça, soit comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la courbe de la fonction f, elle rencontre l'axe des abscisses en un point C. Donc, elle a. Donc, voilà, les deux représentations, bien les significations géométriques, bien les interprétations géométriques c'est le théorème du valeur intermédiaire et son cas particulier dans Cauchy. Donc, l'équation admet une solution AB et la courbe de la fonction f ou l'axe des abscisses au moins une fois. Maintenant, une deuxième remarque, si de plus f est strictement monoton sur AB, alors concernant cette équation, elle va admettre une autre solution, celle aussi, elle va admettre une autre solution. Ça veut dire graphiquement, la courbe de f va rencontrer la droite équation y égale à alpha dans cette situation dans un seul point, ça veut dire une seule fois. Et si nous sommes dans cette situation, alors la courbe de f va couper l'axe des abscisses seulement une fois. Alors la solution de l'équation en question utilique, voilà pourquoi. Puisque f est strictement monoton sur AB, alors son taux de variation pour tout x, y distinct de AB, le f de x moins f de y sur x moins y est différent de 0. Elle est strictement positive. Donc si la fonction est strictement croissante, son taux de variation, elle est strictement positive. Si notre fonction est strictement croissante, si elle est strictement décroissante, ce taux de variation, elle est strictement négative. Et dans les deux cas, il y a cette propriété. Que la fonction soit strictement croissante ou bien strictement décroissante sur l'intervalle AB, j'aurai ce f de x moins f de y et les différents de 0. Donc, f de x, un nombre sous cette forme est différent de 0. Ça signifie que f de x moins f de y, celui-là, f de x moins f de y différent de 0, car celui-là égale à 0, si seulement si f de x moins f de y est égal à 0. Donc, f de x différent de y, ça veut dire que je ne peux pas avoir deux nombres distincts séparés de AB qui ont la même image par f. Voilà. Ce qui est assuré par l'unicité de la solution de l'équation de x pour tout à l'heure comprendre f de A et f de B. Maintenant, on a déjà commencé à montrer, ou bien pardon, on a déjà montré que l'image d'un segment AB, c'est un segment thème thème. De ce résultat, on a déduit le théorème de valeur intermédiaire, puis on a montré dans un dernier temps que l'image d'un intervalle par une fonction, toujours la fonction f est continue, soit sur l'intervalle AB, le segment AB, soit sur l'intervalle I. Et f de I, on a déjà montré que c'est un intervalle. Mais, sauf cette situation, ou bien à l'excès de ce cas, dans lequel on a la nature de l'intervalle, qui est un segment, ou bien un intervalle fermé borné, son image, c'est un intervalle fermé borné de même nature. Alors que dans les autres cas, on n'a pas discuté de la nature de f et surtout de la forme. La nature, c'est un intervalle, de la forme de cet intervalle. Donc le résultat suivant, bien dans ce petit paragraphe, nous allons discuter ou bien voir comment est la forme de l'intervalle par une fonction continue. En fait, le résultat, vous le connaissez, parce que vous avez énoncé un théorème, grand théorème sans démonstration au baccalauréat. Qu'est-ce que nous allons faire dans ce cours et surtout dans ce petit paragraphe? Nous allons montrer ce résultat et nous allons traiter ou bien donner les formes de l'intervalle f de i et nous allons voir, comme vous le connaissez, il dépend de la nature ou bien de la forme de i et de la fonction de la fonction f. Donc voilà le théorème, c'est le théorème 5.1 dans ce cours. Soit i un intervalle de f
et f défini de i vers f, une application continue. Alors, f de i, on le sait, est un intervalle, mais voilà les extrémités. Ce sont l'inf de f de i et le sub de f de i. Voilà. Avec bien sûr cette supposition, bien cette convention, si f de i est non minoré, on va prendre l'inf de f de i égale à moins f. Parce que dans le premier chapitre, lorsqu'on a parlé de la borne sub et de la borne inf d'une partie non vide de R, on a caractérisé, bien donné la définition de cette inf et de ce sub, et plus précisément, elle doit appartenir à dans cette situation. Dans ce cas, nous allons supposer que si f de i est non minoré, on va prendre l'inf de f de i, c'est moins l'infini. Si f de i est non majoré, le sub de f de i égale à plus d'infini. Donc voilà, nous allons faire ensemble cette démonstration. Voilà, posons m, si m est égal à f de f de i, et grand m est égal au sub de f de i. Bien. Alors, le premier cas, si petit m et grand m sont des nombres réels. Donc on va discuter les situations, bien tous les cas possibles de ce petit m et de ce grand m. Donc si m et grand m, petit m sont des nombres réels, soit y appartenant à r tel que on a ça. En fait, avant de continuer, je sais déjà qu'est-ce que nous allons faire. Nous allons essayer de trouver la nature ou bien la forme de f de i. On sait déjà d'après cette supposition, je vais le répéter à chaque fois, elle est inclue dans petit m et grand m. Le sup de ça, donc le f de i, il est inclus dans petit m, grand m, bien sûr, si m et grand m sont de nombres réels. On va voir dans les autres situations qu'est-ce qu'on a. Donc, qu'est-ce que je vais montrer maintenant? Je vais montrer l'inverse. Je vais montrer que petit m, grand m, celui-là, elle est inclus dans f de i. C'est pourquoi on a pris ce y appartenant à petit m, grand m, ça veut dire appartenant à cet intervalle. Alors, par définition de petit m et grand m, celle-ci, c'est la borne inférieure de cet ensemble, et celle-là, c'est la borne supérieure de cet ensemble. Bien sûr, je tiens à préciser que ce m et grand m existe. Pourquoi? Parce que f de i, c'est une partie non vide, parce que i est un intervalle non vide. Donc, je dois le préciser, i est un intervalle de r qui est non vide. Voilà. Donc, il doit être non vide. Un intervalle non vide de R. Non vide de R. Voilà, je ne sais pas pourquoi il a sorti cette petite indication, cette petite précision. On continue donc. Donc, cette inf et ce sub existe. Une partie non vide donc, de R, elle admet une borne inférieure et supérieure dont moins l'infini plus l'infini. Alors, il existe un A qui appartient à I et B qui appartient à I, tel qu'on a la chose suivante. Petit m est inférieur ou égal à f de A. Pourquoi? Parce que ce petit m, c'est l'inf de f de I. Ça veut dire que, quel que soit y, ou bien, pardon, j'ai choisi y là, quel que soit z appartenant à f de I, alors le z, ou bien le m, elle est inférieur ou égal à f de z. De même, puisque grand M, c'est le sup de f de i de cet ensemble, alors quel que soit z appartenant à f de i, on a le f de z, elle est inférieur ou égal à grand M. Donc, dire que celui-là est un sup, donc je peux, et celui-là est un f, je peux trouver un a qui appartient à i, tel que m inférieur ou égal à f de a. Et le f de a, il est inférieur strictement à y, inférieur strictement à f de b, inférieur ou égal à n. Pourquoi? Parce que dire que celui-là est un f, donc si je prends un y quelconque supérieur strictement à petit m, ce y n'est pas un mineur. Ça veut dire, parce que ce petit m, c'est le plus grand des mineurs. Donc il existe un élément ici qui appartient à f de i,
Et il existe un élément là, parce que celui-là, c'est le plus petit des majorons. Dès que je choisis un y qui est inférieur à 1, donc ce n'est pas un majoron. Donc il existe un élément qui appartient à cet ensemble tel qu'on a cette inégalité. Donc voilà pourquoi l'existence de f de A et de f de B. Donc en fait, on a utilisé la propriété caractéristique de la borne sup et la borne inférieure. Il existe ensuite, par le théorème des valeurs intermédiaires, parce que y elle est là, elle est comprise entre f de A et f de B. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un réel x compris entre A et B, donc dont I, parce que le A et B elles sont dans I, tel que y est égal à f de x. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si y elle appartient à f de I. Voilà, donc le petit thème est inclus dans f de I. Pourquoi? Parce qu'on a pris un y quelconque qui appartient à cet intervalle, et quel que soit y appartenant à petit thème thème, donc on a montré en fait que le y est là, y appartient à f de I. Alors, cela veut dire que, bien sûr, que l'intervalle thème elle est inclus dans f de I. Et comme je l'ai déjà dit, le f de I elle est inclus dans l'intervalle fermé thème grand M par définition de ça, parce que quel que soit x appartenant à I, f de x est supérieur ou égal à thème et inférieur ou égal à grand M, donc f de I est inclus dans thème grand M. Ainsi, on a la situation suivante, ou bien la conclusion suivante. L'intervalle ouvert thème grand M est inclus dans f de I, lui est inclus dans l'intervalle fermé thème grand M, et la forme de f de I, elle est sous ces quatre conditions. F de I, pardon, elle est, disons, des quatre intervalles d'extrémité M et grand M, soit celui-là, petit m grand M, ou petit m grand M, donc cet intervalle ouvert de la part de petit m fermé de la part de grand M, ou bien l'intervalle sous-ouvert ou bien fermé de la part de petit m ouvert de la part de grand M, ou bien petit m grand M, c'est l'intervalle ouvert. Donc voilà, donc je passe au second cas. Maintenant, si petit m égale à moins l'infini et grand M appartient à M, c'est un nombre réel. Donc on va suivre la même démarche. Je vais prendre un élément qui appartient à moins l'infini grand M, soit donc un y qui appartient à R, tel que y inférieur strictement à 1. Ça veut dire aussi que le y appartient à moins l'infini grand M. Et nous allons montrer que ce y appartient à f de I par la même démarche. On va voir qu'on utilise dans toutes les situations le théorème de valeur intermédiaire. Par la définition de petit m et grand M, il existe un A qui appartient à B, et B qui appartient à I, et B qui appartient à I, tel que on a f de A inférieur strictement à y, inférieur strictement à f de B, inférieur ou égal à M. Donc le y, elle est là. Donc elle va exister, vous celui-là sur le dessus, elle va exister un élément qui appartient à f de I, donc sa forme c'est f de B avec le B appartient à I. Maintenant, le y, elle est là, puisque le y, c'est un nombre réel, je peux écrire ça, y est un nombre réel, inférieur strictement, moins l'infini, inférieur strictement à y, donc il va exister un nombre ici appartenant à f de I, ça veut dire qu'il existe un A appartient à I tel que f de A inférieur strictement y. Pourquoi ça? Parce que toujours, si y, elle est là, donc, ce n'est pas un minoron, sinon le minoron, l'inf serait égal ou bien supérieur ou égal à y. Donc, voilà pourquoi l'existence de ces deux nombres dont I, vérifiant f de A est inférieur strictement à y, inférieur strictement à f de B, inférieur ou égal à petit m. Il existe ensuite, par le théorème de valeur intermédiaire, un réel x compris entre A et B. Donc, dans I, voilà, tel que son image est égale à y. Donc, tel que f de x est égal à y, d'où y est égal à f de x avec x appartient à f de i. Donc, en conclusion, on a pris un y qui appartient à moins l'infini m, on a trouvé que ce y appartient à f de i. Donc, moins l'infini m, l'intervalle ouvert est inclus dans f de i. On a évidemment
f de i est inclus dans moins l'infini m. Voilà, je l'ai déjà dit. Donc, on a cette conclusion, moins l'infini grand m, l'intervalle ouvert, elle est inclus dans f de i, qui est inclus dans moins l'infini m. Dans cette situation, le f de i prend les deux formes suivantes. Elle est soit égale à moins l'infini m, l'intervalle ouvert, ou bien elle est égale à moins l'infini m, l'intervalle semi-fermé de la part, ou bien fermé de la part de grand m. Le troisième cas, pardon, si petit m cette fois-ci appartient à r et grand m égale à plus l'infini. Nous allons voir, on va suivre la même démarche pour montrer que le f de i cette fois-ci prend les deux formes, soit m plus l'infini, l'intervalle fermé, ou bien l'intervalle ouvert m plus l'infini. On va prendre un y qui appartient à r, tel que petit m influe strictement à y. Donc, ça veut dire que le y, cette fois-ci, appartient à l'intervalle grand m plus l'infini. Donc, c'est ça ce que je dis ici. Donc, par la même raison, d'après la définition de grand m et petit m, il existe un a qui appartient à i et b qui appartient à i, tel que f de a supérieur ou égal à m, inférieur strictement à y, inférieur strictement à f de b. Donc, par le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un réel x compris entre a et b, donc dans i, tel que f de x égale à y, donc le y appartient à f de i. On a pris un élément, ou bien un réel qui est inférieur strictement, y supérieur. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Voilà. Parce que la situation précédente, je l'ai passée, j'ai écrit une bêtise. Cette situation veut dire que y appartient à petit m plus l'infini. Pardon, c'est pas grand m, c'est petit m plus l'infini. Donc, il n'y a pas de grand m ici parce que le grand m est égal à plus l'infini. Elle est là. Voilà, le grand m, c'est ça. Donc, on a pris un y qui appartient à cet intervalle. On a montré que y appartient à f de i. Donc, cet intervalle est inclus dans f de i. Donc, m plus l'infini est inclus dans f de i. On a évidemment f de i est inclus dans petit m plus l'infini, car quel que soit x appartenant à f de i, par définition, par le petit m cylindre, il appartient à r. Donc, m étant égal à l'inf de f de i, donc quel que soit x appartenant à, ou bien y appartenant à f de i, alors y est supérieur ou égal à petit m, ça veut dire que le y, elle appartient à petit m plus l'infini. Donc on a cette inclusion. F de i est inclus dans petit m grand m. Donc, et le f de i prend l'une des formes suivantes. Elle est soit égale à l'intervalle ouvert petit m plus l'infini, ou elle est égale à l'intervalle fermé petit m plus l'infini. Maintenant, le quatrième cas et le dernier. Si petit m égale à moins l'infini et grand m égale à plus l'infini, nous allons montrer maintenant que f de i égale à r. Soit y appartenant à r. Par définition de petit m et grand m, il existe un a et b qui appartiennent à i, tel que le f de a influe strictement y influe strictement f de b. Eh bien, pourquoi? Parce que si on a quel que soit a appartenant, ou bien quel que soit z appartenant à i, f de z est supérieur ou égal à y, alors l'inf de f de i, l'inf de f de i, elle sera supérieure ou égale à y, parce que celui-là serait un minorond, et l'inf serait plus grand et minorond, ce qui contredit que l'inf de f de i, elle est égale à moins l'infini de cette situation. De même, si on suppose que quel que soit z appartenant à f de i, le z est supérieur ou égal à f de b cette fois-ci, le z supérieur, oui, un z inférieur ou égal à y, parce que ici, j'ai dit qu'il existe un b supérieur strictement y, donc la négation c'est quel que soit z appartenant à f de i,
Z inférieur ou égal à Y, donc notre partie f de I de R qui est en vide va être majorée par Y, donc sa borne supérieure qui est grand N sera inférieur ou égal à Y parce que la borne supérieure est le plus petit pardon du majorant. Ce qui contredit le fait que grand M est égal dans cette situation à plus l'infini. Donc, ce qui assure pardon l'existence de A égale dans I, vérifions la double inégalité qui est écrite devant nous. Bien, on continue. Il existe ensuite, par le théorème de valeur intermédiaire, un réel x entre A et B, donc dans I, tel que y est égal à f de x. On a pris donc un y dans R quelconque. On a montré qu'il existe un x dans I, tel que y est égal à f de x, donc y appartient à f de I. Et on définit. Et donc, le R, il est inclus dans f de I. On a donc R, voilà, inclus dans f de I. On a évidemment f de I est inclus dans F, parce que f, je par plusieurs méthodes, je peux dire ça, ou bien je peux conclure ça. Notre fonction, c'est une fonction numérique de la variable réelle. Donc, elle va de R vers R. Donc, elle est définie continue sur I. Donc, f de I, les images, toutes les images sont incluses dans I. Donc, le f de I est inclus dans R. C'est très simple à vérifier. On peut utiliser aussi la borne sup et la borne inf de qui ont égal respectivement à moins l'infini plus l'infini. Donc, en conclusion, on a f de I égale à R égale à moins l'infini plus l'infini. Voilà. Donc, dans les quatre situations, on a démontré ou bien vu comment seront bien sont les formes de l'intervalle f de I. Donc, si je peux résumer ça, pardon. Si petit m, grand M appartenant, le premier cas appartenant à R, petit m, grand M, ce sont M égale à l'inf de f de I et grand M égale au sup de cette partie f de I de R. Donc, le premier cas, si on a ça, alors, bon, je vais l'écrire. C'est mieux de l'écrire ici. Le premier cas, si petit m, grand M appartient à R, alors la forme de l'intervalle, elle est soit comme ça veut dire le f de I. Donc le f de I, elle est sous cette forme. Donc elle est soit égale à petit m grand M, ou elle est égale à petit m ou l'intervalle sous-ouvert, bien sous-fermé, ou bien cet intervalle, ou bien l'intervalle fermé. Dans ce cas, bien sûr, le I pardon sera insécure. Bien, donc maintenant le deuxième cas, si M est égal à moins l'infini et grand M appartient à R, alors le f de I il est sous cette forme, moins l'infini grand M ou moins l'infini, grand M, l'intervalle fermé. Maintenant, si petit m appartient à R et grand M est égal à plus l'infini, alors le f de I prend l'une de ces deux formes. Soit elle est égale à petit m plus l'infini, ou c'est l'intervalle fermé m plus l'infini. Et le dernier cas, si les deux sont infinis, ça veut dire le petit m égale à moins l'infini et le grand M égale à plus l'infini. Alors, dans cette situation, f de I, ce n'est rien d'autre que R tout entier. Et voilà, c'est les quatre situations. Donc, dans la démonstration ici, on a utilisé le théorème de valeur intermédiaire, mais on a utilisé les deux notions, les deux concepts absents dans le programme de deuxième année du baccalauréat, à savoir la borne supérieure à la borne et la borne inférieure, ce qui explique le fait que vous n'avez pas pu démontrer ce grand théorème que vous utilisez déjà, soit au baccalauréat, soit vous l'avez utilisé certainement aussi dans la série 2, dans quelques exercices. Une petite remarque, soit A et B, donc R, avec A inférieur
B, le tableau suivant dans la nature de l'intervalle de f de i. En fait, ce tableau, vous l'avez déjà peut-être rencontré au deuxième année de baccalauréat, soit sciences mathématiques ou bien sciences expérimentales. En fonction, donc le tableau suivant, dans la nature de l'intervalle f de i en fonction de la nature de i et la monotonie de la fonction f sur i. Voici ce tableau. Donc l'intervalle i, voilà la nature, bien la forme pardon, de l'intervalle i. Voilà l'intervalle f de i. Voilà, selon que f est croissant sur i ou bien f est décroissant sur i. Donc je prends cet exemple, l'intervalle fermé borné. Dans ce cas, si f est croissant sur i, le f de AB c'est f de A, f de B. Et s'il est décroissant, c'est f de B, f de A. Et vous connaissez déjà les résultats. Donc essayez de le voir, la tête reposée. Peut-être vous le connaissez déjà, vous l'avez appris. Et vous savez surtout l'appliquer. Donc, on passe maintenant au dernier théorème dans ce paragraphe, à savoir le théorème de la bijection monotone. Je signale aussi, comme je l'ai déjà rappelé, que ce théorème figure dans le programme de deuxième année du baccalauréat, sauf que les figures sont démonstrations surtout de la continuité de la fonction f-1, la continuité de la fonction f-1 et la stricte monotonie de cette fonction, vous l'avez déjà démontré, donc ce qui était absent en démonstration, c'est la continuité de cette fonction. La continuité de cette fonction. Toutes les autres propriétés, peut-être, vous pouvez les démontrer en utilisant les techniques et les concepts que vous avez, ou bien qui se trouvent dans le programme de baccalauréat, soit sciences mathématiques, soit sciences expérimentales. Donc, on va voir pourquoi on n'avait pas pu démontrer surtout la continuité de la fonction f-1. Bien, donc ce théorème, nous l'avons démontré par plusieurs étapes, dont on voici la première. Donc, la première proposition, si je prends un intervalle A et B, deux points, deux nombres réels A et B tels qu'on appelle ce comme B, et f défini de AB vers R, une fonction continue. Ça veut dire continue sur l'intervalle AB. Alors, si f est injective, alors f est strictement monotone sur A. Donc voilà la relation, ce que vous savez déjà au baccalauréat, c'est la réciproque. Si f est strictement monotone, soit strictement croissant, soit strictement décroissant, alors f est injectif. Résultat, on peut démontrer très simplement avec les outils du baccalauréat. Alors que ce résultat maintenant, si f est injective, alors f est strictement monotone, on va voir que ce n'est pas facile parce qu'on se base sur des résultats que nous avons démontré d'atteindre. Voilà, voici la démonstration. Donc, je vais prendre i égale à l'intervalle fermé AB et rappelons la propriété suivante, ou bien la définition suivante. F est injective sur i si seulement si je prends deux éléments de i, x exprime quelconque, tel que x différent de x', alors f de x différent de f de x'. Ça veut dire deux éléments distincts de i ne peuvent pas avoir deux images égales. Voilà, c'est un petit rappel. Donc, nous allons utiliser cette définition de l'injectivité. Bien, donc si f de A inférieur strictement à f de B, on a pris f est injective, on a supposé que f est injective, on va montrer qu'il est strictement monotone. Donc, puisque le A inférieur strictement à B, donc f de A différent de f de B. Donc, soit f de A inférieur strictement à f de B, soit f de B supérieur strictement à f de A. Alors, on va voir que ce renseignement, seulement la comparaison entre les images des extrémités de l'intervalle AB, si f de A inférieur strictement à f de B et f est injectif, on va voir qu'on peut démontrer que la fonction est strictement croissante. Alors que si f de A est supérieur strictement à f de B, on va montrer que notre fonction est strictement décroissante sur l'intervalle AB. L'idée n'est pas aussi difficile. Donc, montrons que f est strictement croissant sur l'intervalle i. Donc, je vais prendre un x, y, quelconque qui vérifie ça dans i. X inférieur strictement y, inférieur strictement z dans i. Le i, c'est celui. Alors, on va montrer que f de x
pardon, si on a ça avec f de x inférieur strictement f de z, si on a ça, donc la première étape, si je prends nx, y ordonné comme ça, tel que f de x inférieur strictement à z, alors j'aurai la conclusion suivante. F de x inférieur strictement de y inférieur strictement à z, pour x, y et z quelconque. Ça veut dire que si je prends celui-là et celui-là, ce qui est à l'intérieur, tel que j'ai cette condition, ça veut dire l'image de celui-là inférieure strictement à l'image de celui-là. Donc nécessairement, l'image de ce y, elle coïncide strictement entre f de x et f de z. Donc voilà, on va montrer ce résultat par un raisonnement déductif par. Donc, on va supposer que f de y inférieur strictement f de x inférieur strictement f de z, on ne doit pas oublier que nous sommes dans le cas où f est injective. Donc, si je prends x inférieur strictement y inférieur strictement à z, alors f de x différent de f de y différent de f de z. Mais comment les ordonner si les images sont ordonnées? Donc, si je vais montrer ça. Donc, sinon, j'aurai f de y. Donc, parce que les autres cas, donc j'ai le f de x, elle est là, et le f de y, elle est là, dans la droite numérique. Donc, moins l'infini plus l'infini. Alors, le f de y, pardon, le f de y, pardon, le f de x et le f de z, elle est là. Alors, puisque f est injective, le f de y, elle est soit là, et soit là. Donc, le f de y, elle est soit ici. Il est différent de f de x ou différent de f de z, donc elle est soit coïncide comme ça, soit elle est là, soit elle est là. Donc il y a ces trois situations. Donc possible, pardon. On va montrer que ces deux situations, soit celui-là, soit celle-là, pardon, soit celle-là, ne peuvent pas se produire. Et il ne reste que la dernière situation, ça veut dire, donc c'est ainsi. C'est comme ça que je vais procéder pour démontrer ce résultat. Donc, si f de y inférieur strictement f de x inférieur strictement f de z, alors, d'après, selon le théorème de valeur intermédiaire, ce f de x il est compris entre f de y et f de z. Donc, f étant continu, il existe un c qui appartient à yz, je suppose que y inférieur strictement z, tel que f de x égale à f de c. Le x, elle appartient à y, pardon, le c qui appartient à yz. Le x, elle est là, donc ce x, elle est différent de c. Le x, elle est différente de c. Le c, elle est tombée ici, le c, donc le x est différent de c. Le x est différent de c, et le f de x égale à f de c, qui est absurde parce que notre application est injective. Si j'ai deux éléments distincts, x, y sont distincts, alors f de x doit être différent de f de c. Donc c'est absurde. Maintenant, la deuxième situation, si j'ai f de x inférieur strictement à f de z inférieur strictement à f de y, alors, selon le théorème de valeur intermédiaire, cette fois-ci appliqué sur x, z, il existe, pardon, x, y, il existe un c qui appartient pardon, xy tel que f de z elle est égale à f de c. Ça veut dire toujours qu'il existe un z, c qui appartient à i différent de z, tel que f de z égale à f de c. Or, on a le z, il appartient, le c, il appartient à xy. Nous avons déjà supposé que x inférieur strictement y inférieur strictement z, dire que le c il est là, entre x, y, donc il est différent de z. Le voilà. Mais on a f de z égale à f de c, ce qui est absurde parce que notre application est injective. Donc, il ne reste seulement que le troisième cas, ça veut dire que le f de x, si x inférieur strictement y inférieur strictement z, tel que f de x inférieur strictement f de z, alors nécessairement, on a f de x inférieur strictement à f de y inférieur strictement à f de z. Et par cette astuce, on va montrer que f est strictement croissant.
Maintenant, je vais prendre deux éléments quelconques de I, tels que x inférieur strictement y. Quels sont donc I? Donc x supérieur strictement, je vais le prendre supérieur strictement a, et le y inférieur strictement a. Donc voilà. Alors, d'une part, f de x, eh bien f de a inférieur strictement f de x inférieur strictement f de b. Eh bien, pourquoi? Parce que le x est là. Je vais utiliser le fait qu'on a ça. Donc, d'après la propriété précédente, puisque f de a inférieur strictement f de b, donc le a et le b jouent le rôle de x et z dans le cas précédent, ou bien dans la démonstration précédente. Donc, dès que j'ai ça, alors j'ai f de a inférieur strictement à f de x inférieur strictement à f de b. Donc, ce qui est écrit ici. Maintenant, je vais utiliser une autre double inégalité par suite. Donc, voilà, on a ça. Maintenant, donc, alors, on a ça, et par suite, j'ai le f de x inférieur strictement à f de y inférieur strictement à f de b. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on a dit qu'on a cette inégalité. Maintenant, pourquoi on a cette inégalité? F de x inférieur strictement à f de y inférieur strictement à f de b. Eh bien, parce que je vais utiliser maintenant x inférieur strictement à y inférieur strictement à b, je vais dire pourquoi j'ai cette double inégalité. Et on a déjà le f de x inférieur strictement à f de b, f de x inférieur strictement à f de b. Donc, d'après le résultat qu'on vient de dire, que nous avons montré dans ce résultat, alors f de x inférieur strictement à f de y inférieur strictement à f de b. Donc, en définitive, je peux ordonner les quatre images. Ce qui est intéressant pour moi, c'est celui-là. Donc, le f de a inférieur strictement à f de x inférieur strictement à f de y inférieur strictement à f de b. Donc, f est strictement croissante sur i. Je tiens à préciser la chose suivante. C'est vrai, dire que f est strictement croissante, ça veut dire que quel que soit x, y appartenant à i au carré, si j'ai le x inférieur strictement à y, alors f de x inférieur strictement à f de y. Le x et y, ils sont pris, le x et le y sont pris ici. Maintenant, il me reste le cas où x égale à a, le x égale à a, je l'ai. Le a, le f de a, il est inférieur strictement à f de y. Le y égale à b, dans ce cas, j'ai le f de x inférieur strictement à f de b. Donc, dans tous les cas, on a montré cette propriété. Donc, la fonction f est strictement croissante. Maintenant, si f de a est supérieur strictement à f de b, alors moins f de a inférieur strictement moins f de b, on a déjà utilisé cette technique. Donc, moins f étant continu et injectif strictement croissant sur i, parce que la fonction f est continue sur ab, bien sûr i, et on a supposé ici que f de a supérieur strictement à f de b, donc moins f est continu sur f de i, et moins f de a inférieur strictement à moins f de b. En utilisant le raisonnement précédent, on peut déduire que moins f est strictement croissant sur i. Ça veut dire quoi? Est strictement croissant sur i, donc f est strictement croissant sur i. Moins f étant strictement décroissant sur i, donc f est strictement décroissant sur i. Donc, je répète, donc moins f est continue et injective et strictement croissante sur i, parce que j'ai oublié peut-être l'injectivité, notre fonction moins f, elle est continue et injective. D'après ça, ça veut dire ça, d'après le cas précédent, f est strictement croissante sur i, donc, moins f est strictement croissante sur i, donc f est strictement décroissante sur i. Voilà, donc on a bien démontré le résultat en se basant sur le terme de valeur intermédiaire et sur cette technique. Donc si f est injective, alors sur AB, alors elle est strictement montante sur cet intervalle.
voilà un théorème dans lequel l'équivalence, soit I un intervalle non vide de R et F une application continue, alors F est injectif sur I. Eh bien, si seulement si F est strictement monotone sur I. Pour la première implication, elle est simple, je l'ai déjà démontré, je vais refaire ici la démonstration. Soit ici Y, deux éléments de X dépendant de Y. Alors, f de x moins f de y sur x moins y est strictement positif si f est strictement croissante et elle est négative stricte si f est strictement décroissante. Donc f de x moins f de y est différent de 0. Ça veut dire que f de x moins f de y est différent de 0 et donc f de x est différent de f de y. Quant à l'autre implication, elle n'est pas aussi facile. Nous allons utiliser le résultat précédent. Donc f est injective. L'autre, en fait, cette application, pardon, petite remarque, ne fait pas intervenir la continuité. On n'a pas utilisé pardon, la continuité dans la démonstration. Pour l'autre implication, donc soit A et B, deux éléments fixés, donc I tel que A inférieure strictement à B. Donc voilà, je vais revenir au cas précédent. Qu'est-ce que nous allons montrer? Que F est injective sur I cette fois-ci. Maintenant, l'intervalle I est quelconque. Il n'est pas égal à AB. Donc, pour voir la différence, c'est pourquoi on a pris deux éléments. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va supposer que F est injective, et nous allons montrer que F est strictement monotone. Il est soit strictement décroissant, soit strictement croissant. Donc, soit A et B, deux éléments fixés, donc I tel que A inférieur strictement B. Qu'est-ce que nous allons montrer? Nous allons montrer que f de A supérieur strictement f de B ou bien f de A inférieur strictement f de B. Supposons que f de A inférieur strictement f de B, par exemple, et montrons que f est strictement croissant sur I. Tout d'abord, et d'après la proposition précédente, f est strictement croissant sur l'intervalle A. Maintenant, si je prends un x, y, quelconque dans I, tel que x inférieur strictement y, alors, considérons si thème est égal au minimum de A et de x, parce que dire que le x, y sont dans I, alors je ne peux pas dire que x supérieur ou égal à A ou bien inférieur ou égal à A, de même pour le y, il est supérieur ou égal à A, AB ou inférieur ou égal à B. Donc je vais prendre M, si thème égal au minimum. En fait, le I peut être égal à R, c'est un intervalle quelconque. J'ai pris A et B, donc I sont ici. Donc, le théorème précédent, ou bien la proposition précédente, nous dit que notre fonction, ou bien application, si j'impose ce cas, notre fonction est strictement croissante sur l'intervalle AB cette fois-ci. Si j'impose, f de A supérieur strictement f de B, notre fonction sera strictement décroissante. Donc, tout ce que je sais maintenant, c'est que f est strictement croissante sur cet intervalle A, B. Maintenant, je vais prendre un x, y, quelconque dans I, tel que x inférieur strictement à y. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons montrer que f de x inférieur strictement à f de y. Ça veut dire la monotonie de f sur un intervalle AB nous implique la monotonie et la même monotonie sur l'intervalle I tout entier. On va prendre M sur le minimum de A. Pardon, je n'ai pas terminé la représentation graphique. Donc, dire que le X est donc I, le I est peut-être égal à R, c'est le plus grand, c'est la plus grande situation, c'est le cas le plus grand, ça veut dire l'intervalle ici R, est peut-être égal à moins l'infini en n, moins plus l'infini. Pardon, un A plus l'infini, et ainsi de suite. Les cas possibles, les 9 types d'intervalles que nous avons déjà rencontrés dans le premier chapitre. Donc le X est peut-être là, le Y est là, le X est peut-être A, le Y est là, le X et le Y peuvent être tous les deux là, le X est là, le Y est là. Donc au lieu de discuter ces quatre cas, ou bien ces cas, tous ces cas pardon, donc nous allons prendre le minimum de M, c'est le minimum de A et de X, et le grand M, c'est le maximum de B et de Y. Ainsi, on a le M inférieur ou égal à A, parce que M c'est le minimum, donc il est inférieur ou égal à A, inférieur ou égal à X. Le A, nous l'avons pris inférieur strictement à B, il est là, et le petit B, il est inférieur ou égal à 1. Pourquoi?
Parce que le grand M, c'est le maximum de B et de Y, donc il est supérieur ou égal à B et il est supérieur ou égal à Y. Donc l'intervalle AB est inclus dans l'intervalle petit m grand M. Et comme f est strictement monotone sur m petit m, et strictement, pourquoi il est strictement monotone? Parce que sur cet intervalle, notre fonction f est injective et notre fonction f elle est continue. Donc d'après le résultat précédent, elle est strictement monotone sur petit m grand M. Donc on a utilisé une deuxième fois la proposition précédente. Maintenant, il est strictement croissant sur AB, alors f est croissante, est strictement, en fait, il est strictement croissant. F, il est strictement croissant. Strictement croissant sur, strictement croissant. Croissant élément sur l'intervalle petit m grand M, et par suite f de x inférieur strictement à f de y, car x, y sont dans petit m grand M. Le x est inférieur strictement à y, et notre fonction f est strictement croissante sur petit m grand M. Donc, d'après, donc voilà, le x et y sont là, et f est strictement croissante ici, donc f est de x inférieur strictement à f de y. Pardon, donc voilà, on a montré le résultat. On arrive maintenant au fameux théorème de la bijection monotone, donc je vais l'énoncer, et la démonstration, je vais la présenter dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, si je prends I, un intervalle de f, et f, une application continue et strictement monotone, alors f est une bijection de I dans l'intervalle f de I. Et l'application f-1, l'application inverse de f, notée f-1, il est défini de f de I, de l'intervalle f de I vers I, et continue et strictement monotone sur l'intervalle f de I. Et de même sens de monotonie que f. Une petite remarque, c'est qu'on peut remplacer strictement monotone qui est ici, une application continue strictement monotone, par une application injective, selon bien sûr le théorème précédent. Donc la démonstration, je vais la faire dans la prochaine vidéo. Bien, et à la prochaine, Inch'Allah.